il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait, c'est bien. D'accord. On perd du temps? On perd du temps selon vous? Écoutez, je veux pas, si j'avais voulu faire la politique, j'en aurais fait. Je fais pas de politique. Donc ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois. Et le sentiment de l'estime de moi est plus important que toute forme de peur. Et donc je fais ce que je dois. Pas vous dire mieux. Le tabac, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le tabac? Est-ce qu'il protège ou non du Covid-19? On sait qu'il ne protège pas du cancer du poumon. 30 000 morts par an, 75 000 morts dues aux conséquences du tabac. Donc ça, on sait, c'est absolument terrible. Mais est-ce que le tabac protège du Covid-19? Le tabac a beaucoup d'autres conséquences que celle-là. Le tabac, c'est le plus grand tueur du monde actuellement. En termes de toxiques, c'est le plus grand tueur. Ça donne des insuffisances respiratoires, ça donne des bronchites chroniques, ça donne l'artériosclérose. Donc c'est vraiment une cochonnerie terrible. Et c'était extraordinairement addictif. Ça ruine les gens. Dans certains pays pauvres, ça représente 25% du budget des ménages. Donc c'est monstrueux, le tabac. C'est la plus grande toxicomanie qui soit développée. C'est une épidémie aussi, c'est récent, donc ça vient d'Amérique et c'est récent. Et donc personne ne défendra jamais le tabac. Donc je ne vais pas fumer demain pour être protégé du Covid. Non, mais si vous voulez, ça pose des questions intéressantes. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on ait évacué de comprendre comment ça marchait, l'induction du cancer. L'induction des infections respiratoires, on comprend, c'est un truc irritatif, et que si vous irritez des bronches pendant 50 ans, enfin, honnêtement, c'est naturel qu'il se passe quelque chose. On arrive à le comprendre, c'est une chose assez simple. Le cancer, c'est compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont rendus compte par hasard que dans le cas du Covid-19, les gens qui fumaient étaient moins touchés. Et alors que l'hypothèse qui était testée était l'hypothèse inverse, c'est-à-dire dans des groupes qui étaient étudiables, on pensait que les gens qui fumaient, qui souvent sont regroupés ensemble parce qu'on les marginalise, étaient regroupés ensemble, avaient un taux de transmission plus élevé, puis ils n'ont pas de masque, et il s'est trouvé l'inverse. Donc c'est un phénomène intéressant, et je suis très intéressé parce que je connais au moins 2 Français qui ont écrit ça dans un papier et qui ont été censurés. On leur a demandé d'enlever ça, parce qu'il ne faut pas le dire. Pourquoi? C'est pas conforme aux règles de santé publique? Parce qu'il y a un mouvement scientifique qui a commencé d'ailleurs en France, qui s'appelle en anglais matter of fact or matter of concern, et qui concluait que quand ça représente un problème, le problème doit prendre le dessus sur le fait. Bien sûr, ce qui est une attitude anti-scientifique, mais qui est extrêmement répandue, et beaucoup de journaux scientifiques actuellement sont des journaux d'opinion, sont des journaux d'opinion. En fait, un journal d'opinion dans lequel ils donnent leur opinion sur Trump, sur machin tout. Donc c'est plus un journal académique, c'est un journal d'opinion. D'accord. Donc sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est vrai. Et donc à partir de ce moment-là, la capacité, là aussi, vous avez un conflit d'intérêts. Si vous avez une opinion sur la faim, vous n'êtes plus capable d'évaluer, vous n'êtes plus capable de prendre l'analyse scientifique. Et c'est dommage parce que, du coup, basé sur ces éléments, nous, on avait travaillé sur le tabac, on avait travaillé sur les virus du tabac. Le premier virus étudié dans l'histoire de la virologie moderne, c'est le virus de la mosaïque du tabac. C'est un virus très résistant et qui a des quantités
colossal dans le tabac. Donc on avait fait un travail là-dessus en regardant si quand les gens fumaient, eh bien, on retrouvait le virus dans leur bouche. La réponse est oui. On retrouve dans le tube digestif aussi, oui. Et c'est des virus qui se comportent, les virus ARN aussi, qui sont susceptibles, qui ressemblent aux virus qui manipulent les génomes. Et donc on se posait la question de savoir est-ce que ça a joué un rôle, en particulier dans le cancer, est-ce que c'est le virus, est-ce que le virus jouait un rôle dans la transformation cellulaire. Et donc il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un papier sur une hypothèse en disant écoutez, est-ce que le virus de la mosaïque du tabac jouerait un rôle pour inhiber la croissance du Covid. Et c'est une question scientifique, donc on n'a pas le droit de censurer les questions scientifiques parce qu'elles font naître des réflexions scientifiques qui amènent bien plus loin que l'interdiction hygiénique des gens qui disent je sais ce qui est bon pour vous. Voilà. C'est un autre monde. Le monde politique et le monde de la connaissance scientifique, c'est deux mondes différents. L'immunité croisée des enfants. On est à quelques jours de la rentrée scolaire, les parents sont à nouveau inquiets. Vous dites qu'ils bénéficient d'une immunité croisée parce qu'ils sont en permanence soumis à d'autres coronavirus, c'est ça? Je dis pas ça, parce que je fais pas de généralité. J'ai constaté que, là aussi c'est factuel, hein, j'essaie de distinguer quand je fais des théories, quand je rapporte des phénomènes. C'est factuel, on était les seuls à avoir ces données à ce moment-là, puisqu'on avait testé beaucoup de gens. Factuellement, on voyait qu'il y avait extrêmement peu d'enfants qui avaient des anticorps, de manière significativement bien moindre que les autres, alors que si on regardait les autres maladies infectieuses respiratoires, ils en ont plus. On a publié ça, hein. Donc il y a plus d'enfants qui font de la grippe, du virus respiratoire syncytial, de machin tout. C'est une des raisons pour lesquelles on pense qu'il faut vacciner les enfants contre la grippe, hein, et que c'est ça qui risque d'être beaucoup plus efficace pour la santé publique, hein, qu'autre chose, alors qu'en France on ne le fait pas, hein, ça se fait en Angleterre ou aux États-Unis. Puis il y a des enfants qui meurent de grippe, hein, tandis que les enfants qui meurent de Covid, il n'y en a pas pour l'instant. Donc on pourrait... Il y a eu 2 cas en France. Oui, un petit enfant de 10 ans et une fille. Donc il y a vraiment un élément là qui est distinct de ce qu'on a d'habitude. Et puis il y a une jeune femme chez nous qui a fait une enquête dans les familles, si vous voulez, pour analyser dans les familles qui étaient au milieu d'une fête quel était le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de gens positifs, symptomatiques ou non, porteurs ou non, entre les adultes et les enfants, et qui a montré qu'il y a une différence significative entre les enfants et les adultes. Donc les enfants sont moins sensibles. Nous avons posé l'hypothèse, il y a plusieurs personnes qui ont repris cette hypothèse et qui trouvent que c'est vrai, que parmi les coronavirus qui circulent, il y en a 2 qui sont relativement proches de celui-là, qui circulent à un niveau très important, qui donnent comme ce virus des porteurs asymptomatiques, qu'il est bien possible que ce soit ça qui les protège, d'autant que quand on regarde avec des sérologies un peu plus techniquement révélatrices, on voit qu'il existe des anticorps contre le Covid-19 avant que le Covid-19 apparaisse. Donc on voit bien que c'est d'autres choses qui ont produit ça. Donc maintenant, est-ce que ça va être vrai? C'est-à-dire la durée de cette protection des anticorps croisés ou de l'immunité croisée, on ne la connaît pas. Est-ce que ça va être vrai l'année prochaine? J'en sais rien, parce que cette année, on a bien étudié ça. On a eu les 4 coronavirus avant d'avoir le 5e. Et donc il est bien possible que les 4 épidémies de coronavirus habituels qui ont circulé et protégés contre le 5e, et on ne sait pas ce qui va se passer l'année d'après. Donc il ne faut pas faire une généralité d'une observation ponctuelle. Ce que l'on sait, c'est que les enfants en 2020, pendant les 6 premiers mois de 2020, étaient relativement protégés contre le Covid-19. Vous évoquiez le vaccin. Il y a de nombreux pays qui annoncent avoir trouvé le vaccin. La Russie, Vladimir Poutine, l'Australie aussi, qui dit avoir trouvé un candidat vaccin et qui veut le rendre obligatoire pour sa population. Est-ce que vous avez des informations au sujet de ces vaccins qui sont en cours de fabrication? Il y en a de très nombreux qui sont étudiés dans le monde entier. On voit que les milliards de dollars pleuvent dans tous les sens. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on mettra au point un vaccin contre ce Covid-19? Écoutez, je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'habitude de prédire quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer, je suis trop vieux. Peut-être que ce sera un signe de changement cérébral que je redoute.
si vous voulez. 2, je ne sais pas si ça aura une utilité, j'en sais rien. Pourquoi ? Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Mais avec ça, vous vous rendez compte que vous alimentez tous ceux qui sont anti-vaccins ? Non, mais si vous voulez, cette question des pro-vaccins, anti-vaccins, c'est une bêtise. Voilà, c'est une bêtise, c'est pas vrai. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. C'est que, si vous voulez, moi je me souviens, je me suis disputé avec un confrère qui essayait de me donner des leçons de médecine. Si vous voulez, ce qui m'irrite beaucoup, c'est que vous pouvez pas, si vous voulez, le monde n'est pas divisé en 2. Il y a que les, je m'excuse, je pense que c'est une dérive. Il y a que les imbéciles qui pensent que c'est divisé en 2. Il n'y a pas un monde des pro-vaccins et des mondes des anti-vaccins. C'est pas vrai. Voilà. Donc, en plus de ça, moi, j'ai été dans un ministère dans lequel ils étaient à fond, tous contre les vaccins. Quand j'y étais, c'était juste après Kouchner et sa bêtise avec l'hépatite B. Donc, quand moi, je disais, écoutez, il faut reprendre les choses calmement, parce que c'est pas possible qu'on soit les seuls en France à avoir ça. Tout le cabinet du ministre disait, on peut plus demander son truc, il fait partie du lobby pharmaceutique, les vaccinats, rien que moi. Si vous voulez, après, quand vous dites, écoutez, on est en train de faire des bêtises avec le vaccin pour la poliomyélite, parce que ça fait 2 ans qu'il y a plus de poliomyélite vaccinale que de poliomyélite naturelle, on dit, ah, il est anti-vaccin. Non, je suis un scientifique. Donc la science, c'est pas une question d'idéologie, c'est autre chose. D'accord ? C'est juste de la connaissance. Donc la connaissance, c'est est-ce que à chaque fois qu'on pose la question d'un vaccin, c'est quel est le risque, quel est le bénéfice. Sans risque, il n'y a rien. Donc si vous avez 0 bénéfice, la balance risque-bénéfice est insupportable. Si vous avez des grands bénéfices, vous pouvez supporter les risques qui soient raisonnables. D'accord ? Donc, tout ça, moi, je me refuse de rentrer dans des idéologies pour enfants. Je ne le fais pas. Voilà. Et donc, j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbéciles. La vie n'est pas comme ça. C'est comme dire on est pour ou contre le vin, puis on ne peut pas être pour et contre le vin. Moi, je suis contre le fait que les gens boivent 10 de vin par jour, parce que vraiment, c'est pas bon pour eux, ça on est sûr. Si les gens boivent un verre de vin par jour, on ne va pas les empoisonner, les empêcher de vivre. Enfin. Mais il y a des gens qui attendent le vaccin de façon extrêmement urgente. L'économie est à terre. On sait que voilà, la vaccination est un des espoirs. Non, mais que vous ayez espoir de vaccin, moi je ne veux pas vous enlever les espoirs. Il y a des gens qui ont toute nature d'espoir, c'est possible. Moi, ma pratique à moi, c'est essayons d'être un peu pragmatiques. On s'occupe des gens, on les détecte, on les traite, d'accord ? Je me méfie terriblement vous savez, la FDA a écrit. L'Agence du médicament américaine. Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord ? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine ? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique ? Comment on peut défendre simplement cette idée ? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde ? Comment c'est possible ? Est-ce que tout le monde vous savez, c'est l'hypothèse de Bernard-Henri Lévy, c'est tout le monde est devenu fou avec ce truc ? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens ? Est-ce que c'est que nous sommes incapable de regarder ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que c'est, moi je pense, une de mes théories, c'est que comme on vit dans un monde qui croit au progrès continu, on ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses pouvaient devenir obsolètes, mais pas les molécules chimiques. Les molécules chimiques, elles sont éternelles. Donc ce que vous avez comme capital de molécules chimiques, ça existera toujours dans 1 million d'années. Et ça existait déjà il y a 1 million d'années. Et donc, quand on a découvert une molécule chimique, c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle du brevet, du développement, de la propriété intellectuelle, parce que ça reste pour toujours. Donc, et ça, nous n'avons pas ça dans nos modèles de développement économique, nous ne savons pas le faire. Et donc, tout le recyclage, et moi ça fait 30 ans que ça dure, tout le recyclage des molécules qui ne sont plus rentables est un problème phénoménal. Sur les vaccins, encore une fois, vous n'êtes pas anti-vaccin, vous dites même qu'on a d'abord découvert assez peu de nouveaux vaccins depuis les 20 dernières années, et qu'il y en a qui sont à disposition qu'on n'utilise pas assez, varicelle, gastro-entérite. Exactement, bien sûr.
bien sûr. Attendez, moi j'estime, tout le monde n'en a pas la capacité, mais on a le droit d'être intelligent. D'accord? Moi, je ne veux pas qu'on m'oblige à être un imbécile. Je refuse. Voilà. Je refuse, donc je refuse. Je ne fais partie d'aucun clan, je ne fais partie d'aucun groupe. Je fais de la science, ce qui m'intéressait, la connaissance. Si des connaissances nouvelles m'amènent à changer d'avis, je change d'avis sans le moindre remords. Ça m'est indifférent. Je sais bien que la science est fille du temps. C'est Brecht qui disait ça, c'est dans Galilée. Et bien entendu, si elle change, je changerai d'opinion avec. Mais donc l'idée qu'on est pour ou contre les vaccins, c'est une idée pour enfants. C'est pas vrai. D'accord. Regardez, moi vous voulez que je vous donne un des exemples de vaccins les plus fous. Ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le 11 septembre. Ça. Le 11 septembre, dans l'espèce de folie d'Ibris qui a pris l'Amérique pour trouver absolument toutes les raisons pour attaquer l'Irak, et d'un coup les gens ont fait circuler l'idée qu'il était vraisemblable que Saddam Hussein avait des lots de variole. D'accord. Et donc, ils ont dit, écoutez, il doit avoir des lots de variole, et donc on va vacciner tout le personnel américain contre la variole. Le vaccin contre la variole, c'est un vaccin épouvantable, c'est extraordinairement toxique. Incroyablement toxique. Ça a été abandonné parce qu'il n'y avait plus de variole. D'ailleurs, on a fait un abandon beaucoup plus intelligent que pour la poliomyélite. On a fait un abandon par encerclement, c'est-à-dire progressivement, on a arrêté pour se focaliser seulement sur les endroits où il en restait. Ils ont vacciné l'armée américaine et ils ont découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui était des myocardites, des affections du cœur. Et il y a 100 soldats américains qui sont morts de la vaccination contre la variole pour une maladie qui n'existait plus. D'accord. Donc vous ne pouvez pas, à moins d'être d'un autre monde que le mien, vous ne pouvez pas être pour la vaccination contre la variole. Il faut être fou pour être la vaccination pour la variole. Donc vous n'êtes pas pour tous les vaccins. Il faut dire, écoutez, on va réfléchir, quels sont les risques, quels sont les bénéfices attendus. Pour la grippe, en revanche, il n'y a pas de débat. Il faut se faire vacciner contre la grippe. Moi, oui, je pense que ce n'est pas le même âge. Je pense qu'il faut vacciner les enfants, parce que les enfants réagissent très bien. L'efficacité de la grippe diminue de manière très très régulière toutes les décennies à partir de 70 ans. Donc on se focalise sur la partie qui ne réagit pas. Alors que ceux qui sont les vecteurs sont les enfants. Et qu'il y a des morts chez les enfants. Donc moi, je suis pour la vaccination des enfants. Et je fais vacciner mes petits-enfants. Qu'est-ce qui fait que les Français vous perçoivent comme un irréductible qui refuse de plier face à l'État et aux lourdeurs de l'État? Qu'est-ce qui fait la différence du professeur Raoult? J'en sais rien, alors ça vraiment. Comment vous voulez-vous que je sache de l'intérieur? Mais vous avez conscience que vous êtes devenu un symbole quand même. Oui, mais si vous voulez, c'est pas, ça arrive. Vous croyez qu'on choisit des choses comme ça? Enfin, faut être fou. Vous croyez qu'on enseigne, va faire des écoles de symbolisme social? Enfin, c'est des choses qui arrivent. C'est le destin. Personne décide de ça. Si, vous croyez que les gens décident de ça? Moi, je ne suis pas comme Sarkozy qui se rasait en pensant qu'il allait devenir président de la République. Moi, je ne me rasais pas en disant je vais passer à la télé, je m'en fous complètement. Ça ne me porte rien, d'ailleurs, pour vous dire la vérité, à part des ennuis, ça ne me porte rien. Hein. Est-ce que vous avez des nouvelles du président Macron qui était venu visiter l'IHU de Marseille? Non, j'ai plus de nouvelles. Sur l'hydroxychloroquine, il ne vous a pas donné de signaux? Non, j'ai plus de nouvelles, mais encore une fois, si vous voulez, chacun doit faire son métier. Moi, je suis content que, et je l'ai dit, nous avons fait ici, sous l'impulsion de la présidence de Sarkozy, une opération qui était unique, qui a été prolongée par le président Hollande, qui a été prolongée par le président Macron, qui est de créer des instituts modernes qui ont une puissance suffisante pour faire face à des situations et pour pouvoir avoir une dimension internationale. On a créé ça. Moi, mon rôle, c'est de le faire fonctionner et de montrer que dans ce type de situation, nous sommes capables de faire face à la situation. Donc ça, c'est mon rôle. Après, le rôle de l'État, c'est de transformer ce que nous avons fait en quelque chose qui est utile pour la société en général. C'est pas le mien de rôle, ça, c'est le leur. La décision politique est une décision qui est aussi complexe et aussi multifactorielle que la décision médicale. C'est compliqué. Ça se règle pas en oui ou non. J'imagine qu'il y a de multiples paramètres qui rentrent en jeu et j'en connais qu'une partie et je ne veux pas connaître ce qui se passe. Et bon, les gens voient pour Trump, on dit Trump est pour l'hydroxychloroquine en compte. Moi, je pense que Trump il est au moins autant pour Gilead que pour l'hydroxychloroquine parce qu'il aura besoin du peuple, mais il aura besoin d'argent aussi et que l'argent, c'est pas le peuple qui va lui donner, à mon avis. Donc, si vous voulez, tout ça, je vois bien que pour mon monde, les gens sont très naïfs parce qu'on simplifie les choses à l'extrême, et pour le monde politique, pour ce que j'en connais, on est très très naïf aussi parce qu'on simplifie à l'extrême. Donc,
Moi, mon rôle à moi, je suis content qu'on m'ait laissé jouer mon rôle. J'étais un peu ennuyé par des petites choses qui ne m'inquiètent pas, et dont je me fiche d'ailleurs, parce que j'estime que, encore une fois, ce que je quête, c'est l'estime de moi. J'ai pu faire tout ce que je pensais nécessaire. À la fin, je vois que je dis, au début, on me disait, en fait, faites trop de tests. Maintenant, on me demande de refaire probablement ce qui est la limite ultime de ce que nous sommes capables de faire, parce que ça finit par faire des monstruosités. Donc, les gens ont changé d'approche, changeront peut-être d'approche. La science, c'est le temps qui la juge, hein, vous savez. Et donc, chacun est là où il doit être. Les politiques, c'est l'histoire qui les juge. Moi, je crois que l'histoire sera impitoyable pour la dérive scientifique que nous avons. Elle sera impitoyable. Ce qui s'est passé là est vraiment sidérant. Un scandale ? C'est un énorme scandale. Vous vous rendez compte, je ne sais même pas d'ailleurs. Enfin, probablement parce que la plupart des gens ne sont pas lucides vous vous rendez compte de publier un truc de guignol que n'importe qui est capable. Vous savez, nous, quand on écrit un truc pro-hydroxychloroquine, on a 7 à 8 reviewers qui nous dépiotent tellement le sujet est chaud. Quand ils ont passé des trucs dans lesquels, je vous assure, moi, mes étudiants pouvaient dire que ces papiers étaient faux. Hein. Comment ce truc peut passer dans les 2 journaux qui avaient la plus grande influence? Mais c'est en même temps qu'il y a, comme vous, les médias traditionnels commençaient à être débordés complètement par les médias indépendants, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Les journaux scientifiques, c'est pareil, ils sont en train d'être complètement débordés et leur fiabilité va disparaître. Ce qui va faire, c'est l'audimat des articles que vous mettrez en préprint, si vous voulez, sur des sites. Maintenant, nous, à la suite de ça, on a créé notre propre site de préprint, puisque les gens faisaient de la censure même sur les sites de préprint. Donc, pour échapper à la censure de ce que l'on doit penser dans une situation comme ça, enfin, vous avez vu, Facebook a censuré des articles ou des reports sur la chloroquine. Donc, on est rentré dans une espèce de conflit politique de censure, ce qui est une chose inouï pour les années, ce que je peux juger des années récentes. C'est arrivé avant, hein. Je peux vous dire que l'évolution, ce pauvre Lamarck, quand il a voulu faire l'évolution, ils l'ont pas tué, je sais pas pourquoi, mais enfin Cuvier, qui était pourtant un grand scientifique, hein, l'Académie des sciences fallait le tuer quand même, hein. Et donc il a dû fermer sa gueule, on l'a interdit de parler, et puis il n'a plus parlé jusqu'à sa mort. Ouais. En tout cas, vous aussi, vous avez l'occasion de parler, et tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui depuis l'IHU de Marseille. Merci professeur Raoult pour cet entretien complet.